Bonjour à tous, bienvenue sur Klebs Experiences. Vous le savez, je suis Claude et nous sommes dans la série de vidéos Faith & Co et c'est l'épisode numéro 1. Donc cet épisode est intitulé La foi qui déplace les montagnes et je vais vous raconter l'histoire de mon installation en tant qu'avocat mais uniquement sous le prisme de la foi. Comme vous le savez, dans cette série de vidéos Faith & Co débutée il y a maintenant 2 semaines, je fais le choix de partager avec vous du contenu qui est en lien avec la foi. Peu importe le second domaine qui aura derrière, le thème principal sera la foi. Du coup, et si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à rester connecté pour suivre jusqu'au bout. Et le but du coup avec ce type de vidéo, c'est au-delà du fait de partager des expériences liées à la foi, c'est de partager un contenu 2 fois par mois. Je l'avais déjà dit, c'était un moyen pour moi de témoigner de ma foi sur cette chaîne et sous un angle, on va dire, un petit peu original. Voilà, donc c'est ça le but de cette série et comme ça m'évite d'en parler dans d'autres types de vidéos qui sont peut-être dédiées de manière stricte, en fait, d'être droit ou voilà, ce type de choses, ou des travaux, voilà. Ma vie d'entrepreneur, si vous voulez. Je vais vous partager mon retour d'expérience en 2 temps. Donc, je vais vous expliquer un petit peu dans quelles conditions je débute mon activité d'avocat, donc les mois qui précèdent. Et dans un second temps, je vais vous dire en fait comment je me suis installée finalement et quelles sont les leçons que je tire de cette expérience-là. Je vais en retenir 3. Je précise que je vais forcément faire très succinct pour que ce ne soit pas très long parce que je me suis engagée dans cette série de vidéos à ne pas dépasser la demi-heure. Donc, je ne vais pas dépasser la demi-heure dans le cadre des vidéos Faith & Co. Et puis surtout, il y a beaucoup de choses que je ne pourrais pas dire ici. Voilà. Donc, non seulement je ne peux pas le dire parce que ça va impliquer d'autres personnes, mais en plus, je ne peux pas le dire parce que ça... L'idée, c'est de parler que de la foi. Donc, je ne vais pas parler de manière stricte de tout ce qui est autour. Voilà. On aborde le point numéro 1 qui concerne du coup mes conditions d'installation. Pour que vous ayez le contexte, lorsque j'étais étudiante, moi je travaillais pour financer mes études. Donc au moment où je prépare l'examen d'entrée en école d'avocat, je commence à travailler. Donc je travaille en centre d'appel, je travaille quasiment à temps complet. Donc au moment où j'intègre, je crois que j'ai d'ailleurs déjà fait un témoignage ici sur mon obtention de l'examen d'entrée en école d'avocat. Ensuite, j'intègre l'école d'avocat ici à Poitiers et c'est une formation en 3 temps. En tout cas, à mon époque, aujourd'hui, je ne maîtrise pas comment ça se passe, mais c'était une formation en 3 temps et la première partie de la formation concernait des cours directement à l'école et ces cours-là, il fallait, ils étaient impératifs, c'était 2 jours par semaine. Donc, il a fallu se battre avec mon employeur de l'époque pour pouvoir en fait matcher avec le temps de cours parce que je n'avais pas de possibilité d'obtenir des dérogations. Et c'est à cette période de ma vie-là que j'ai aussi... En fait, ça a été une continuité avec la préparation de l'examen d'entrée en école d'avocat, mais au sens large, c'est à cette période de ma vie que je commence à découvrir ce que c'est que vraiment le hard work. Aujourd'hui, j'ai une grosse capacité de travail, mais je ne l'avais pas à l'époque parce qu'on est quand même en 2017, ça fait quasiment 10 ans maintenant. Donc, je me familiarisais en fait avec cette capacité de travail-là. Toujours est-il que je me retrouve en train de travailler en centre d'appel 30 heures par semaine. C'est quasiment un temps complet. Je vais en cours, donc je suis tout ce qu'il y a à faire avec. Je n'ai pas la possibilité d'obtenir un stage pour un PPI. Je pense qu'un jour, je vous ferai une vidéo sur les recherches de stage et d'emploi quand on a un certain profil. On va dire que c'est toute une histoire. On va dire ça comme ça de manière pudique. Donc, je ne trouve pas d'entreprise pour faire un PPI. Donc, c'est le projet pédagogique individuel qui doit être fait du coup sur 6 mois et très souvent, c'est un stage en entreprise. Il y a des dérogations possibles et j'ai pu avoir une dérogation qui était celle de faire un Master 2 à la place. Donc, je me retrouve en train de faire un Master 2 en même temps après la période des cours et le Master 2, c'est mon Master 2 de médiation. C'est le premier diplôme de médiation que je vais obtenir. Donc,
Après, j'embraye avec le stage en cabinet, où là aussi je découvre le bonheur de travailler 10 heures par jour que en cabinet. En plus maintenant de tout ce qui peut arriver, parce qu'il fallait rédiger le mémoire du master 2 que je fais en même temps. Il fallait aussi commencer à préparer les examens de fin de formation, du coup pour l'obtention du CAPA, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Donc, toujours est-il que c'est assez lourd pour moi, mais le cabinet dans lequel je fais mon stage cabinet me garde en fait un peu plus que la durée du stage. Donc, ça me convient surtout financièrement, parce que ça m'apporte en fait une certaine stabilité et je sais que je peux me projeter parce que j'ai un revenu stable en fait qui arrive à la fin du mois. Sauf que, on va dire de manière très light, que j'avais pensé que je resterais dans ce cabinet-là pour débuter ma collaboration. Donc je ne commenterai pas plus, toujours est-il que ça ne se fait pas. Moi je l'apprends, on va dire, au mois de juillet. Au mois de juillet 2017, pour ceux qui sont un petit peu dans le milieu, vous savez que lorsque la plupart du temps, lorsqu'on est en stage dans un cabinet et que ça se passe plutôt bien, la plupart du temps, on vous garde pour une collaboration. C'est le meilleur moyen de mettre le pied à l'étrier. À défaut, si vous savez que pour X ou Y raison, vous ne resterez pas dans ce cabinet-là, vous commencez à chercher beaucoup plus tôt. Ce qui fait en sorte que vous cherchez une collaboration beaucoup plus tôt, vous développez en fait un projet d'installation beaucoup plus tôt. Ça n'aura pas été le cas en l'espèce, pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici. Toujours est-il que j'apprends relativement tard que je ne ferai pas de collaboration dans ce cabinet-là. Et ça devient vraiment très compliqué pour moi parce que déjà tout ce que je faisais avant, c'était déjà très très lourd en termes d'organisation. Et comme je dis, c'était lourd et surtout c'était nouveau. Donc il faut adapter le corps, il faut moralement tenir, il faut être sur tous les fronts en même temps. C'est vrai que j'ai certaines aptitudes à faire plusieurs choses en même temps, mais là c'était quand même lourd, si vous voulez. On parle d'un travail intellectuel quand même assez important parce que le tout n'est pas de faire quelque chose, mais il faut le faire avec des résultats, si vous voulez. Il faut pouvoir produire en fait un travail de qualité. Donc c'est vraiment très difficile pour moi. Donc le fait de commencer à ce moment-là à chercher une collaboration, c'est vraiment extrêmement compliqué, sans compter que naturellement, il y a des projets personnels derrière, qu'on se dit que ça va en fait la fin des études, on va pouvoir faire ci, ça, j'avais pour ambition d'avancer dans ma vie personnelle, tout simplement. Donc c'est très compliqué. Comme je le dis, du coup, le cumul, il y a l'épuisement physique, il y a le mémoire de Master 2 à terminer de rédiger parce que j'avais soutenu, je crois, début septembre pour mon Master 2. Il y a le stage, du coup, que je termine, je crois, en septembre ou début octobre. En tout cas, il y a un moment où la convention au niveau de l'école des avocats ne couvre plus. Donc, j'arrête mon stage définitivement à ce moment-là. Il y a la préparation du CAPA, il y a la recherche de la collab et puis il y a la recherche d'un job parce qu'il faut remettre les choses dans le contexte et se souvenir que je finançais mes études. Ça veut dire que je finançais, on va dire, ma vie. Et étant encore à ce moment-là, je n'étais pas encore naturalisée. Et lorsqu'on était étranger, on ne pouvait pas bénéficier, en tout cas à la suite de ça, je ne pouvais pas bénéficier par exemple de France Travail, ce qu'on appelle de manière assez commune le chômage. Je ne pouvais pas bénéficier du chômage, donc je n'avais pas de moyen de me retourner. Je n'avais pas de possibilité de bénéficier, comme je dis, du chômage. Donc tout ce que j'avais travaillé avant, si vous voulez, ça n'était pas pris en compte. Voilà. Je pense qu'un jour, je ferai une vidéo sur les injustices à ce sujet parce que en ce moment, il y a une actualité qui concerne les étudiants étrangers et ça parle beaucoup à l'étudiante étrangère que j'ai été. Bon, je ferme cette parenthèse-là. Tout ça pour dire en fait que je sens vraiment beaucoup d'adversité dans ma vie. Et ça, c'est que la partie professionnelle, vous vous doutez bien qu'il y a un revers sur la partie personnelle. Alors, sur le plan de la foi, parce que c'est d'abord ça le principal axe de cette vidéo, je prie, mais je reconnais, bon, déjà par rapport au niveau de foi que j'ai aujourd'hui et par rapport à ma spiritualité du moment, ça n'a strictement rien à voir, hein, c'est le jour et la nuit. Mais toujours est-il qu'à ce moment-là, je suis encore catholique. J'ai toujours été chrétienne. Maintenant, je suis évangélique, mais avant, j'étais catholique. Donc, j'étais catholique, mais la charge de travail que j'avais au quotidien ne me permettait plus d'entretenir ma foi. C'était une erreur, hein. Je ne suis pas en train
Je ne suis pas en train de justifier, je suis juste en train d'expliquer. Je pose le contexte pour dire que ma foi n'était plus entretenue du tout. J'allais à la messe une fois en passant, quand je trouvais le temps, quand je n'étais pas complètement épuisée sur les rotules. Je priais un petit peu, mais c'était pas ça. C'était vraiment pas ça, mais pourtant j'étais vraiment très éprouvée. J'étais très éprouvée physiquement et j'étais très éprouvée moralement. Donc j'avance comme ça, j'ai pas d'issue parce que sans surprise, je ne trouve pas de collaboration entre ceux qui ne répondent pas, ceux qui répondent en disant que il n'y a plus de poste disponible de collaborateurs. Je n'avais pas de visibilité pour la suite. Étant précisé, comme je l'ai dit, voilà, ça c'est une difficulté qui se rajoutait aussi avec ma situation administrative parce que comme je n'étais pas naturalisée à ce moment-là, j'avais du coup des titres de séjour que je renouvelais. J'avais des titres de séjour que je renouvelais et les titres de séjour, en fait, au niveau de la préfecture, il faut pouvoir justifier de ce que vous faites pour qu'on puisse vous renouveler un titre de séjour. Sauf que comme j'arrivais en fin de formation, il fallait trouver ce que j'allais faire qui allait me permettre de renouveler mon titre de séjour. Donc ça me rajoutait un niveau de stress supplémentaire. Toujours est-il qu'à un moment, je n'arrive plus à fonctionner. C'est vraiment très compliqué. Mon entourage est inquiet pour moi. Je ne sais pas ce que je fais. Est-ce que je rentre au Cameroun? Est-ce que voilà, je vous laisse imaginer, je vous brosse vraiment les grandes lignes de ce tableau-là, mais je suis en détresse totale, vraiment. Et j'essaye tellement de contrôler les choses qu'à un moment, je vais juste lâcher. Mais ça a été une décision de ma part, mais c'est parce que j'étais dos au mur, tout simplement. Et je m'arrête là pour la première partie. Je m'arrête là pour la première partie parce que ça vous permet d'avoir en fait la vue globale des conditions dans lesquelles je me retrouve en fait en train de m'installer. Je passe du coup immédiatement à la deuxième partie que je choisis d'intituler finalement le miracle et les leçons apprises. Le miracle en fait pour moi ça en est un vrai. Après chacun s'en fera un avis, mais pour moi c'est un vrai miracle parce que comme je le dis, après une énième tentative, je tente vraiment tout ce que je peux, hein, c'est-à-dire je postule partout, naturellement bien au-delà de Poitiers parce que j'ai compris que Poitiers était déjà verrouillé, je tente à Nantes, je tente à Tours, je tente La Rochelle, en fait tout ce qu'il y a, on va dire au moins à 200 km de Poitiers, je tente. Les autres barreaux, je tente. Voilà. Et forcément aussi, je commets des erreurs puisque je fais les choses dans la panique avec le peu de temps que j'ai, la fatigue physique, émotionnelle, tout ça. Moi-même, je n'y crois pas, mais je fais parce qu'il faut faire. Voilà. À un moment, comme je dis, je m'effondre. Et là, on va dire, c'est la femme de foi qui prend un peu le dessus. Je fais une prière dans laquelle je dis en toute transparence, je pense que ceux qui sont croyants vont vraiment bien comprendre ce moment. C'est le moment en fait où vous lâchez prise et vous décidez de faire confiance à Dieu. Je vais en reparler après parce qu'en réalité j'aurais dû commencer par ça, mais quand je m'effondre dans la prière que je fais, je dis voilà Seigneur, moi j'ai pas de solution, vraiment dis-moi quoi faire parce que j'ai pas de solution, que ce soit ta volonté qui soit faite et non pas la mienne, voilà. Et qu'est-ce que je fais? Sans toi, je ne suis rien. Si toi, tu n'ouvres pas une porte, j'ai rien. Voilà, je n'ai que toi. Et la porte va s'ouvrir. Une idée comme ça me traverse, qui est une idée complètement folle. Vraiment complètement folle. Je pense que une personne viendrait aujourd'hui me soumettre cette idée-là. Je lui dirais qu'elle est folle. Voilà. Et c'est aussi ce qu'on m'a dit au moment où j'ai pris cette décision, que j'étais folle. Quand on est un homme ou une femme de foi, on prend des décisions qui pour les autres personnes sont des décisions folles, mais c'est ce que moi j'appelle le pas de foi. J'ai donc l'idée de poser ma plaque. Déjà en ce qui me concerne, j'avais décidé à ce moment-là, avant que l'épreuve n'arrive, mon souhait c'était de pouvoir poser ma plaque une fois que j'aurais eu un peu d'expérience. Je voulais avancer avec certains projets personnels et je me disais que je pose ma plaque après, bon je sais pas moi, 2, 3, 4 ans et j'ai déjà assis plein de choses et tout le reste. Ce n'est pas le cas en l'espèce. Dès que j'ai cette idée-là, je me dis, Dieu m'a parlé, je me lance. Je ne me mets pas à me dire, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Je me dis, je m'en fous. Dieu a dit, je suis. Levé de bouclier de tout le monde autour de moi, oui, mais vraiment, c'est une erreur, machin, même au niveau de la profession. Je ne vais pas plus rentrer dans les détails, mais en tout cas, il y a une levée de bouclier à tous les niveaux. Et qu'est-ce que moi je fais? Vraiment, je suis seule. Je suis seule contre tous, littéralement, mais je marche par la foi. Et en réalité, je vais faire long story short parce que sinon, on va atteindre la demi-heure et je n'aurais pas tenu ma promesse. En un mois, c'était bouclé. En un mois, j'ai eu l'idée. En un mois, j'ai mûri le projet. En un mois, j'ai déposé le dossier. Il faut savoir que l'usage, du coup, comme je dis, c'est une collaboration et après, vous vous installez en tout état de cause pour pouvoir prêter serment
Je vous mets quelques photos ici du jour de ma prestation de serment pour la beauté du geste. Pour pouvoir prêter serment, il faut soit poser sa plaque, donc vous déposez un dossier à l'ordre des avocats qui étudie au conseil de l'ordre, qui demande l'avis au parquet général pour vérifier que vous n'avez pas de casier, ce genre de choses. À Poitiers, il y a un conseil par mois. On demande l'avis du parquet général pour pouvoir après avoir une date pour pouvoir prêter serment. Sachant que pour pouvoir déposer le dossier à l'ordre des avocats, il faut avoir des locaux. Donc c'est pour vous dire en fait que habituellement ce sont pas des choses qui se font en aussi peu de temps. Il y a des choses en fait qui vous arrivent dans la vie, surtout quand vous êtes croyant, vous savez que c'est la main de Dieu. C'est pas possible autrement. Comme je vous dis, en un mois, je mûris le projet. En un mois, je me documente. En un mois, je trouve les locaux. Je réfléchis stratégiquement à l'endroit où je vais m'installer. Je demande conseil à une ou deux personnes. Je trouve les locaux, des locaux géniaux. Je vais rester 7 ans. 7 ans. Après, je vais m'agrandir et tout ça, c'est une autre histoire, peut-être pour un autre jour, mais en tout cas, je trouve des super locaux. Je monte du coup mon dossier, je signe les contrats. Par la suite, je vais même trouver des financements qui vont m'aider à m'installer, on va dire, à débuter mon activité dans des conditions vraiment confortables. Je vais avoir une mentor personnelle qui va être extraordinaire, qui va contribuer à me mettre le pied à l'étrier. En fait, le Seigneur a pourvu à tous mes besoins. Une date de prestation de serment m'est communiquée, donc mon dossier passe en conseil de l'ordre. Il est validé parce que juridiquement c'est carré. Voilà, il faut aussi des lettres de motivation. À l'époque, il fallait des lettres de motivation de 2 professionnels du droit pour pouvoir en fait faire valider le dossier. En tout cas, tout passe en fait. J'ai envie de dire nickel. Le Seigneur ouvre les portes à tous les niveaux. Et pour vous dire, même pour ma visite domiciliaire, je n'avais rien, mais le Seigneur a mis sur ma route une personne vraiment exceptionnelle qui travaillait du coup là où j'avais eu mes précédents locaux et qui littéralement m'a prêté des meubles. Je le dis en toute humilité, quand je commence au moment où il y a ma visite domiciliaire, donc c'est la visite que l'ordre des avocats fait dans vos locaux pour vérifier en fait qu'ils sont bien conformes à toutes les exigences du métier. Je vais dire ça comme ça. Donc cette personne-là me prête en fait plein de trucs. Donc, ce qui fait en sorte que je meuble complètement mon bureau, comment dirais-je, le truc émouvant, mais je ne retrouve pas la photo pour le moment, c'est que pour que ma visite domiciliaire se passe plus ou moins bien, c'est mon petit papounet qui va m'envoyer des sous. Il va me dire, voilà, ma fille, je n'ai pas autre chose à te donner, mais prends cet argent, achète des fleurs. Mais dans tes locaux, ça va faire au moins, voilà, ça va faire un peu chaleureux. C'est tout ce que je peux t'offrir. Et c'était aussi la bénédiction de mes parents. Voilà, ceux qui sont aussi d'origine africaine comprendront que dans certaines étapes de la vie, c'est bien d'avoir, c'est même pas bien, c'est indispensable d'avoir la bénédiction des parents. Donc c'est ça la bénédiction que j'ai reçue de mes parents. Et de là aussi qu'est né mon amour des fleurs dans mes environnements personnels et professionnels. Cette année, je suis dans ma 9e année. Ça n'a pas été facile jusqu'à présent, mais qu'est-ce que je rends grâce à Dieu parce que il m'a comblé bien au-delà de ce que j'aurais pu espérer. Je vous ai fait l'histoire très courte là, mais de manière très honnête et de manière très humble parce que c'est un témoignage de foi. Je témoigne de ce que Dieu a fait pour moi. Des gens avaient pris des paris sur moi. Si vous regardez cette vidéo, sachez que j'ai tous vos noms, je sais qui vous êtes. Mais la réalité, c'est que même moi, je me donnais un mois. Je me donnais, au début, je m'étais dit, si je tiens un mois, déjà, ce sera bien. Après, je me suis dit, si je tiens 3 mois, ce sera bien. Après, j'ai compris que quand Dieu décide de t'élever, c'est lui qui te soutient. Voilà un petit peu l'histoire. Maintenant, je vous parle des leçons apprises. 3 leçons que je tire, en fait, avec le recul de cette expérience. La première, c'est que si vous vous définissez comme une personne croyante, parce que si vous n'êtes pas croyant, je pense que bon, normalement, vous n'êtes même pas à ce stade de la vidéo, mais si vous êtes une personne croyante, soyez quelqu'un de spirituel. Il y a quelqu'un qui avait dit, vous ne pouvez pas être une personne tiède. Ça veut dire que soit vous êtes spirituel, soit vous n'êtes pas spirituel, mais ne soyez pas au milieu parce que c'est une position qui vous expose spirituellement. Et je pense que si je suis amenée à faire d'autres témoignages sur cette chaîne et dans cette rubrique, je reparlerai d'autres fois où j'ai commis l'erreur de ne pas être très spirituelle et on va dire ce que ça m'a coûté. Je vais dire ça comme ça. Si j'avais été spirituelle plus tôt, je pense que le Seigneur m'aurait orienté plus tôt. Ça m'aurait évité beaucoup de
de souffrance physique et psychologique. Et je pense que les choses auraient été faites autrement. Il y a beaucoup de convenus que j'ai vécu, il y a beaucoup de souffrances que j'ai endurées, que je n'aurais pas endurées si j'avais été plus spirituelle. Ça n'empêche pas qu'enfant de Dieu, on traverse forcément des tempêtes, ça c'est normal, les tempêtes vont arriver. Mais je pense que de cette intensité-là, si j'avais été plus spirituelle, ça se serait géré autrement, j'en suis persuadée. Deuxième des choses, j'en ai déjà parlé un peu involontairement, soyez conscient du fait que lorsque vous voulez passer à un autre niveau dans votre vie, les tempêtes vont arriver et c'est normal. Et justement, plus vite vous êtes conscient du fait que sur le principe vous serez combattu, il y aura de l'adversité, plus vite vous le saurez, mieux vous serez apte en fait à vous fortifier et vous aurez les armes pour vous défendre, on va dire ça comme ça, pour combattre, pour pouvoir résister. Dernière chose, le dernier conseil, apprenez à lâcher prise. Je sais que pour des personnes qui ont le profil similaire au mien, donc les personnes très fonceuses, très dynamiques, très machin, qui ont l'habitude de gérer des choses, d'avoir des responsabilités, c'est très difficile de lâcher prise parce que on a toujours des idées, on se dit qu'on va toujours tenter des choses, ainsi de suite, mais la vie d'un homme ou une femme de foi ne fonctionne pas exactement de cette manière-là. Lorsque vous êtes un homme ou une femme de foi, de base, vous dépendez de Dieu. C'est comme en fait un travail en binôme. Il y a effectivement la partie que vous allez faire, mais il y a la partie de Dieu. Il y a la partie de Dieu et en réalité, vous devez commencer par ça. Vous devez commencer avec l'orientation de Dieu et c'est ça qui par la suite ouvre les portes, oriente les... Et ça, c'est la plus grosse erreur que j'ai commise dans tout ceci. C'est que je n'ai pas été justement suffisamment spirituelle et j'ai voulu tout contrôler, j'ai voulu tout gérer. Et forcément, non seulement je me suis épuisée, mais surtout, mon imagination ne m'a pas permis d'arriver là où Dieu pouvait arriver tout simplement. Et dès lors que j'ai accepté de lâcher prise, que j'ai accepté de sauter dans le vide, de faire confiance à Dieu, lui, il a pris la main et il m'a donné l'orientation et c'est lui qui a précédé mes pas. C'est lui qui a disposé le cœur des personnes qui m'ont accompagné. Je vous ai dit que j'ai fait l'histoire de manière très condensée, mais c'est lui qui a disposé le cœur des personnes qui devaient m'accompagner, mais vraiment de mille et une manières. De mille et une manières, j'ai vraiment vécu la grâce de Dieu, vraiment là-dessus. Je vais m'arrêter là. J'espère que ce témoignage aura pu fortifier quelqu'un. Si vous traversez une épreuve similaire et que vous êtes croyant, parce que si vous n'êtes pas croyant, je sais que vous n'êtes pas ma cible, accrochez-vous à Dieu et lâchez prise. Faites votre part naturellement, faites votre part. Je me suis formée, j'ai étudié, je suis allée voir X ou Y, j'ai cherché de l'aide. Là, il fallait chercher, ça on en reparlera. Faites très attention aux personnes à qui vous parlez lorsque vous traversez des moments comme ça, mais en tout cas, conditionnez-vous. Sachez que ça prendra fin. Chaque chose a une fin, chaque épreuve a une fin. Donc sachez que la fin va arriver, conditionnez-vous, ça va le faire. Gardez la foi. Peu importe votre agenda, ça aussi c'est une autre chose que j'aurais apprise. Peu importe votre agenda, peu importe à quel point vous êtes occupé, j'ai envie de vous dire, même si vous êtes président, votre vie de prière ne doit pas pâtir. Nous avons tous 24 heures. Nous avons tous 24 heures. Vous vous débrouillez pour que votre vie de prière soit même prioritaire sur tout ce que vous avez à faire d'autre dans la journée. Voilà, c'est l'une des clés de votre réussite. Donc, j'espère que ce témoignage vous aura aidé. Je vous lis dans les commentaires si vous le souhaitez, toujours dans le respect, vous le savez. Je vous donne, sinon c'est un blocage, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, normalement, pour une nouvelle vidéo Faith & Co. Prenez soin de vous et ne négligez pas votre vie de prière. Au revoir.